Bienvenue à cette première manifestation du concours académique de la plaidoirie dans le cadre de la DGEMC. Nous sommes heureux d'accueillir tous les établissements. Alors pour pas que je me trompe, le lycée de l'Union, très bien, le lycée de Trinité, le lycée de Ducos, le lycée de Bellevue, le lycée Montgérald, le lycée Joseph Gaillard et le lycée Schellcher. Applaudissez-vous bien. Je vous remercie. Alors, je ne serai pas très long parce que vous avez vu qu'on a pris du retard par rapport à quelques soucis techniques. Et puis, on attendait aussi Trinité. Là, maintenant, nous sommes prêts. Je veux simplement vous dire, tous les élèves qui vont passer ce matin, vous donnez le meilleur de vous-même. Nous savons que de toute façon, vous êtes prêts. Ça va bien se passer. Et puis, bonne chance à toutes et à tous. Merci à vous. Et puis, je passe le micro à Madame l'inspectrice. Je voulais dire quelque chose. Merci Madame l'inspectrice. Et merci Madame Bruck d'avoir préparé cette manifestation. Parce que c'est pas facile de pouvoir réunir tout ce monde. Et je voudrais dire merci aussi à toute mon équipe, nos agents et ainsi que l'équipe technique informatique pour avoir préparé cette manifestation. Merci encore. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Catherine Glondu, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale d'économie et gestion, mais aussi donc référente académique de l'enseignement optionnel de terminale, droit et grands enjeux du monde contemporain, donc DGEMC. Alors, je suis ravie et honorée de lancer cette première édition du concours de plaidoirie de DGEMC dans notre académie de Martinique. C'est une première. Et c'est le fruit d'un travail engagé depuis maintenant 2 ans avec les enseignants de DGEMC. Alors on aura l'occasion de vous exposer un petit peu tout ça et faire les remerciements qui conviennent. Mais tout d'abord, bien entendu, je remercie chaleureusement le lycée Victor Schellcher de nous accueillir pour cette première édition. Le lycée Victor Schellcher, monsieur le proviseur vient de nous adresser ses mots de bienvenue, mais avec lui, bien entendu, c'est toute l'équipe du lycée Schellcher qui nous accueille, aussi bien le personnel de direction, les agents, les enseignants et donc toute la communauté scolaire dans son ensemble. Donc merci de nous accueillir dans cette magnifique salle de théâtre du lycée Victor Schellcher, peut-être une salle que vous ne connaissez pas encore. C'était l'occasion à travers cet événement, ce bel événement, de tester. Et je crois que la logistique de l'établissement me semble tout à fait convenir à ce genre de manifestation. Donc merci encore à tous, à tout le personnel du lycée Schellcher. Alors, dans un concours de plaidoirie, il convient de proposer un thème absolument fort et porteur. Eh bien, c'est le cas pour cette première édition du concours de plaidoirie de DGEMC. Et c'est donc l'occasion, à partir de ce thème, pour moi de remercier tous les enseignants de DGEMC qui, depuis donc l'année dernière, collaborent et mutualisent avec moi dans le cadre de formation académique. Alors, il me paraît important tout de même de les nommer, même si on a pris quelque peu de temps pour démarrer, mais ça me paraît, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc permettez-moi de remercier chaleureusement Madame Dubruck du lycée Schellcher. Alors, la particularité d'ailleurs des enseignants de DGEMC, c'est que ce ne sont pas forcément, même si je vous ai dit que j'étais IPR d'économie-gestion, inspectrice pédagogique d'éco-gestion, ce ne sont pas que des professeurs d'économie-gestion qui enseignent en DGEMC. C'est là toute la particularité aussi de cet enseignement. Les enseignants qui ont cette compétence, cette expérience dans les domaines du droit peuvent enseigner. Et donc Madame Dubruck, justement, est professeure d'allemand. Et c'est elle qui a en charge le cours de DGEMC. Alors elle n'est pas que professeure de DGEMC, je profite aussi pour la remercier grandement parce que depuis cette année, elle a accepté d'être ma chargée de mission DGEMC. Et c'est pourquoi cette année, c'est le lycée Schellcher qui nous accueille puisqu'elle enseigne au lycée Schellcher. Donc elle a porté toutes les équipes, tous les établissements. Donc Madame Dubruck, au nom de tous les enseignants de DGEMC, merci pour votre investissement. Je souhaite également
appeler Madame Étifier-Boutrin, Muriel, professeure d'économie de gestion au lycée Ponnet-Nardal. Alors je la vois pas, elle est où Muriel? Elle est là-bas. Madame Étifier-Boutrin, merci. Et un petit mot aussi pour dire que pendant longtemps, pendant de nombreuses années, Madame Étifier-Boutrin était la chargée de mission des GEMC auprès de l'inspection. Elle a passé le flambeau à Madame Dubreuc. Merci pour tout cet engagement durant toutes ces années à nos côtés, Madame Étifier-Boutrin. Merci encore. Madame Gernaud, Marie-Pierre, lycée Montgérald du Marin. Madame Gernaud fait partie aussi, qui a fait partie pendant longtemps d'un groupe de réflexion à la formation. Merci d'être là. Professeur d'éco-gestion, donc Madame Gernaud. Madame Desgras, du lycée de l'Union. Madame Desgras. Bonjour Madame Desgras, nouvellement arrivée avec nous en DGEMC, le lycée de l'Union. Alors Madame Desgras, si je ne me trompe pas, histoire géo. Voilà, professeur d'histoire géo qui est avec nous sur l'enseignement de DGEMC. Nous avons avec nous Madame Moreau du lycée Joseph Gaillard. Madame Moreau, professeure de SES, sciences économiques et sociales au lycée Joseph Gaillard, et fraîchement entrée dans la collaboration avec les collègues de DGEMC. Merci Madame Moreau d'être avec nous. Madame Faraudière du lycée Frantz Fanon. Asseyez-vous Madame Faraudière, asseyez-vous, prenez place, il y a de la place pour vous. Ah, trouvez une petite place avec nous, soyez bien la bienvenue. Madame Faraudière, professeure d'économie-gestion, Frantz Fanon Trinité. Madame Babolidia du lycée Rama, le lycée Rama, il est là Rama aujourd'hui ou pas du tout? Non, Rama n'est pas avec nous, Madame Dubreuc? Non, ils ne sont pas là, mais bon. Madame Babo a eu l'occasion de travailler avec nous dans le cadre de formation académique. Ils étaient à nos côtés dans la préparation de ce bel événement. Et puis, il y a quand même un professeur, j'ai cité des professeurs, alors heureusement, alors la parité n'est pas de mise aujourd'hui dans notre démocratie, mais merci d'être avec nous, Monsieur Le Gall, professeur d'EPS, éducation physique et sportive, qui enseigne depuis de nombreuses années en droit et grands enjeux du monde contemporain, et sur qui nous avons pu largement nous appuyer, depuis 3 ans même, Monsieur Le Gall, pour mettre en place cet événement, et puis de façon générale, cet enseignement de droit et grands enjeux. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall. Merci pour votre engagement. Candidat numéro 1 à passer ce matin devant nous, il s'agit de Fatna Ardès Ève du lycée Frantz Fanon. Et la thématique qu'elle a choisie, ce sont les enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. C'est bien cela? Voilà. Madame Dubreuc est là. Bonne prestation. Bonjour à toutes et à tous. Membres du jury. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer de fausses informations qui vont déstabiliser la société. Dans le pire des cas, les machines deviendraient si intelligentes qu'elles prendraient le pouvoir, entraînant l'extinction de l'humanité. En janvier 2023 était censée se dérouler la première affaire judiciaire défendue par un robot avocat appelé Do Not Pay. En effet, il s'agit d'une application sur mobile qui allait suivre les débats en temps réel et indiquer aux clients quand et quoi répondre. Le lieu du tribunal n'a malheureusement pas été divulgué pour des raisons personnelles. L'affaire impliquait un automobiliste poursuivi pour un excès de vitesse à San Francisco. Un excès de vitesse est considéré comme une infraction routière, en plus d'être une infraction au code de la route. Toutefois, la justice américaine a estimé que l'utilisation d'une intelligence artificielle dans un tribunal caractérise une pratique illégale du droit. Ici, ma plaidoirie consistera à démontrer quels sont les principaux enjeux éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le droit. Même si l'intelligence artificielle permet d'accomplir avec succès la recherche de jurisprudence, la rédaction de documents juridiques et même la prédiction de l'issue d'un litige, nous ne devons pas oublier les avocats. En effet, ils accomplissent des tâches qui font appel à la compréhension des échanges entre les parties et à la capacité à interagir avec les clients. Il s'avère que ces compétences sont difficiles à mettre en œuvre avec une intelligence artificielle. Nous savons tous que les avocats sont tenus de protéger la confidentialité de leurs clients ainsi que de leurs informations. Mais les intelligences artificielles
peuvent être la cible de cyberattaques, de fuites de données, ce qui pourrait compromettre la confidentialité de leurs clients. De même, elles peuvent avoir du mal à comprendre comment dire ça? Excusez-moi. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir du mal à comprendre le contexte juridique complexe ainsi que les valeurs humaines. Nous ne devons pas oublier que cela ne remplace pas la capacité humaine de jugement ainsi que de compréhension. En effet, la technologie peut être influencée par des erreurs qui vont mener à des décisions qui seront injustes et même erronées. Il est important de noter que cet outil doit être utilisé comme une aide à la décision plutôt qu'une solution définitive. Les solutions finales doivent toujours être prises par des professionnels du droit. Pour prévenir face aux dangers liés à cette technologie, les États membres de l'Union européenne ont, à l'unanimité, accepté la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Il s'agit en effet d'une décision inédite au niveau mondial pour pouvoir réguler cet algorithme. Dans des conclusions publiées en octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne rappelle que même si les technologies numériques présentent de plus en plus d'opportunités et d'avantages, leur conception, leur déploiement, leur développement ainsi que leur utilisation abusive peut aussi comporter des risques aux droits fondamentaux, à l'état de droit ainsi qu'à la démocratie. En effet, l'intelligence artificielle peut être un danger, surtout si elle n'est pas réglementée de manière adéquate. Si les prises de décision ne peuvent pas être mises en question, cela va compromettre la transparence du système juridique. Les décisions juridiques nécessitent souvent un approfondissement des faits, des lois, ainsi que la prise en compte du contexte juridique et des valeurs humaines. L'intelligence artificielle peut représenter un outil précieux pour aider les professionnels du droit dans leur travail, mais elle ne pourra jamais remplacer la capacité humaine de jugement et de compréhension. C'est pour cela que dans certains pays, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, l'utilisation exclusive de l'intelligence artificielle est considérée comme illégale. En effet, ces pays accordent une importance au jugement humain, à la compréhension du contexte juridique dans le processus décisionnel. Maintenant, j'aimerais finir avec cette question. Pensez-vous vraiment que l'intelligence artificielle représente quelque chose de bénéfique au droit ? Sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Candidate numéro 2, j'appelle maintenant donc Chloé Jade du lycée Paulette Nardal et elle va venir plaider sur l'intelligence artificielle dans le système judiciaire. Mesdames et messieurs les jurés, le public, je suis ici pour vous remettre ou vous mettre en mémoire une affaire qui s'est déroulée aux États-Unis. En effet, je parle de l'affaire Mata versus Avianca. En février 2022, M. Roberto Mata a esté en justice, alléguant que lors d'un vol de la compagnie Avianca, il a subi des dommages corporels causés par un chariot. Un jugement a rejeté les demandes de M. Roberto Mata, avec comme motif un délai de prescription dépassé. Les avocats de M. Mata, Maître Peter Loduca et Maître Stephen A. Schwartz, ont fait appel au jugement. Ainsi, s'ensuivit le dépôt de dossiers et mémoires contenant de faux extraits de jurisprudence générés par des intelligences artificielles génératives au tribunal du district sud de New York. Comment ne pas relever toutes ces fautes éthiques? Eh bien, avec la plus grande volonté du monde, on ne peut pas. Et c'est bien ce que la société Avianca fit. L'entêtement de M. Loduca et Maître Schwartz leur ont coûté plusieurs pénalités, dont une sanction de 5 000 € d'amende et en prime la perte et la dégradation de leur éthique d'avocat. Ainsi, la morale de cette affaire, pour ne citer que Jean de La Fontaine, est la suivante. La méfiance est mère de la sûreté. En l'occurrence, vérifier les faits, vérifier ses propos est pour un avocat mère de sa défense.
Avant de poursuivre, il s'agira de définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative. C'est une catégorie d'IA qui se concentre sur la création de données de façon indépendante. Elle développe de nouvelles données qui ressemblent à celles créées par des êtres humains. Toutefois, messieurs et dames, une question reste en suspens. L'usage de l'IA générative peut-elle être envisagée dans le métier d'avocat? Eh bien, j'affirmerai que non. En effet, j'avance que même la plus sophistiquée des AI ne pourrait pas égaler les capacités que tout avocat devrait avoir. Un autre aspect crucial à considérer est l'absence actuelle de cadre juridique exhaustif pour réguler l'utilisation croissante des IA. Permettez-moi de souligner une vérité fondamentale. Un avocat incarne des capacités et des qualités essentielles telles que la compréhension humaine, la créativité, le raisonnement contextuel et l'éthique. Ces compétences dépassent les capacités actuelles des IA. Utiliser exclusivement des IA dans la pratique juridique risquerait de déshumaniser la représentation des clients qui nécessitent une sensibilité et une compréhension émotionnelle que seuls les avocats sont capables de fournir à l'heure actuelle. Ces qualités, ancrées dans l'humanité même de chaque avocat, constituent le socle sur lequel repose leur capacité à servir et à défendre leurs clients avec conviction. Conviction, c'est donc de cela a priori que manquent les IA et Maître Loduca, mais aussi Maître Schwartz. Or, tout avocat, lors de son entrée en fonction, prête serment en ces termes. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mais que fait le système juridique pour assurer l'usage actif du devoir humain de la profession d'avocat? Nemo sentetur ignorare legem, plus communément connu comme nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment l'ignorer s'il n'y en a pas à cet effet? Selon l'absence actuelle de cadre juridique exhaustif pour réguler l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, il est notable que les instances européennes et américaines ont commencé à reconnaître les implications cruciales de cette technologie dans le système juridique. En l'espèce, le Parlement européen a souligné la nécessité de respecter, dans leur législation sur l'intelligence artificielle, les principes fondamentaux lors de l'utilisation de l'IA à des fins judiciaires, notamment en garantissant la non-discrimination, la transparence des algorithmes et le principe de précaution. De même, le décret signé par le président américain Joe Biden vise à encadrer une partie des aspects divers de l'IA, tels que la sécurité et la protection de données personnelles, reflétant ainsi une reconnaissance croissante des enjeux liés et réglementations liées à cette technologie. Cependant, aucun texte, décret ni législation ne traite dans son entièreté, ni dans le système juridique, ni au niveau mondial, les problèmes liés à la technologie, à l'intelligence artificielle dans le système juridique. Mesdames et messieurs, le mot de la fin, ce ne sera pas moi qui le ferai, mais bel et bien une intelligence artificielle générative. La question lui a été posée et voici quelques brides de sa réflexion. Remplacer complètement l'humain par une IA soulève des préoccupations importantes, notamment en ce qui concerne la transparence des décisions, la responsabilité et l'impartialité. Les avocats ne peuvent pas déléguer la représentation juridique à une intelligence artificielle de manière autonome. Les tâches telles que l'expertise humaine, la prise de décision légale et stratégique nécessitent des compétences humaines qui vont au-delà de la compétence actuelle des IA. Cette tâche nécessite une compréhension humaine et une compréhension éthique et sociale qui sont propres au métier même d'avocat. L'utilisation de l'IA dans le domaine juridique est généralement recommandée comme un outil d'assistance pour les avocats, mais la décision finale et la responsabilité de représenter les clients doivent rester entre les mains des avocats humains compétents. Entendez bien, humains compétents. Merci pour votre attention. Merci à Chloé Jade du lycée Paulette Nardal. Elle a plaidé sur la thématique de l'IA dans le système judiciaire. 5 minutes 32, chers membres du jury. Alors nous allons accueillir la candidate numéro 3, Bulé Maya du lycée de l'Union. Elle a choisi comme thématique la place de l'homme face à l'intelligence artificielle. Que dit la loi? Point d'interrogation. Bonjour à tous. Petite question, qui n'a jamais entendu parler de l'IA? Cette technologie, cette prouesse technologique
qui semble sans limite et qui par ailleurs intervient dans de nombreux domaines de notre société. Cependant, ce matin, je vais m'interroger sur deux sujets importants qui sont la médecine et les forces de l'ordre. Ici, je me présente en tant que défenseuse de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons en chirurgie, promettant de rendre les procédures plus sûres, plus précises et beaucoup plus efficaces. Outre le domaine de la médecine, verrons un sujet sur la police. Voyons un fait qui s'est déroulé en fin février dernier. Daniela Kate, une criminelle en fuite depuis plus de 30 ans, a été retrouvée par des journalistes en moins de 30 minutes. Grâce à quoi? Un logiciel de reconnaissance faciale. Je trouve que cela est extraordinaire. En effet, l'IA permet de résoudre de nombreuses enquêtes et permet des avancées scientifiques et technologiques exceptionnelles. Mais alors que devant les prouesses de l'IA, nous devrions nous interroger sur la place de l'homme face à l'IA. Comment encadrer juridiquement cette technologie qui offre des possibilités infinies et en quoi est-ce l'un des plus grands enjeux du monde contemporain? D'ailleurs, l'Union européenne n'a pas attendu la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle pour s'intéresser à cette question et à ces enjeux dans un monde où l'IA est déjà omniprésente et rien ne semble pouvoir l'arrêter. En 2017, le Conseil européen souligne la nécessité de faire preuve d'un sens de l'urgence face aux tendances émergentes. De plus, le Conseil européen invite la Commission à proposer une approche européenne de l'intelligence artificielle d'ici le début de 2018 et appelle également la Commission à présenter les initiatives nécessaires au renforcement des conditions de cadre en vue de permettre à l'UE d'explorer de nouveaux marchés aux moyens d'innovation fondamentale fondés sur le risque et de réaffirmer le rôle moteur de son industrie. En 2018, la Commission présente un premier plan coordonné sur l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un engagement commun visant à renforcer le potentiel européen pour être compétitif à l'échelle mondiale. Ainsi, dans ses conclusions de 2019, toujours portées sur le plan coordonné, le Conseil de l'UE souligne la nécessité d'assurer le respect intégral des droits des citoyens européens. Ici, le Parlement européen a travaillé sur plusieurs résolutions relatives dans divers domaines, tels que les aspects éthiques, les responsabilités civiles, les droits de propriété intellectuelle, mais également le droit pénal, ainsi que son utilisation par les autorités policières judiciaires dans les affaires pénales. En 2020, la Commission publie un livre blanc sur l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs réaffirme le double objectif européen de promouvoir l'adoption de l'IA et de tenir compte des risques associés à certaines utilisations de cette technologie. En l'occurrence, le Conseil européen demande à la Commission de présenter une définition claire et objective des systèmes de l'IA à haut risque. En avril 2021, la Commission présente des mesures sur l'IA, une communication sur la promotion d'une approche européenne. Il y a eu également un réexamen du plan coordonné en matière d'intelligence artificielle, mais aussi une proposition de cadre réglementaire sur l'IA en analyse d'impact. En conclusion, mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle est une force puissante qui peut apporter de nombreux avantages à notre société. Cependant, n'oublions pas qu'il est crucial de mettre en place des codes de loi appropriés pour garantir que son utilisation se fasse de manière éthique, responsable et respectueuse des droits de l'homme. En travaillant ensemble, en collaboration avec les experts en IA, nous pouvons façonner un avenir où l'IA est un outil au service de l'humanité. Merci. Merci Maya. C'était Maya donc du lycée de l'Union sur la thématique de la place de l'homme face à l'IA. Que dit la loi? 4 minutes 07, chers membres du jury. Donc candidat numéro 5, j'appelle Petit Alia du lycée Paulette Nardal sur la thématique de l'IA et le droit à l'image. Petit Alia. Bonjour, messieurs, mesdames, les membres du jury.
je m'adresse à vous pour plaider pour la protection du droit à l'image menacée par l'émergence des hypertrucages, plus communément en anglais deepfake, en vous présentant l'affaire suivante qui dépasse les frontières de la simple diffamation ou de l'atteinte à la réputation d'une célébrité. Il s'agit de l'affaire Taylor Swift face au deepfake. En janvier dernier, une fausse image pornographique de la star américaine avait été publiée pendant 17 heures et vue 47 millions de fois sur X, avant d'être supprimée par le réseau social. L'affaire avait suscité l'indignation de ses fans, de nombreuses personnalités et même de la Maison-Blanche. Cela a pris tellement d'ampleur que le conseil de surveillance de Meta, gérant Facebook et Instagram, a annoncé mardi 16 avril se saisir de 2 affaires concernant les fausses images pornographiques des personnalités publiques féminines. 2 mois après les scandales de deepfake mettant en scène Taylor Swift. Dans l'affaire de Taylor Swift, l'utilisation malveillante des deepfakes a mis en lumière de manière croissante que les IA représentent pour le droit, ce que les IA représentent pour le droit à l'image, en particulier pour les femmes, exposées à des risques tels que le revenge porn. Aux États-Unis, la production de deepfake est condamnable. La peine encourue est de 12 mois d'emprisonnement et 2500 $ d'amende. L'IA est-elle une menace significative pour le droit à l'image? C'est la question que l'on se pose. La compétence territoriale et matérielle des juridictions est essentielle en France. Le droit à l'image est protégé par des lois strictes. Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Le non-respect de cette obligation est sanctionné d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende par l'article 226-1 du Code pénal et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende s'il y a publication. Selon l'article 226-8 du Code pénal, la semaine dernière, la France a également légiféré sur le sujet via la loi sur la sécurisation de l'espace numérique. L'auteur d'un deepfake à caractère sexuel risque désormais 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Aux États-Unis, les procédures légales sont en place pour poursuivre les auteurs de deepfake, mais des lacunes subsistent toujours dans les législations. Les deepfakes compromettent la dignité et la réputation des individus. Comme dans le cas de Taylor Swift, ils peuvent également être utilisés à des fins illégaux telles que la pédopornographie ou le revenge porn en anglais ou en français. Vengeance pornographique. Les femmes sont les principales cibles de ces actes. Selon une étude réalisée en 2019 par la société néerlandaise SenseCity, spécialisée dans l'IA, 96% des fausses vidéos en ligne sont de la pédopornographie non consentie et la plupart d'entre elles représentent des femmes, célèbres ou pas. Il est impératif de défendre le droit à l'image des individus et d'appliquer des sanctions sévères aux auteurs des deepfakes. Taylor Swift a été victime d'une manipulation malveillante. Des individus ont créé des vidéos manipulées utilisant la technologie des deepfakes pour nuire à son image. Ces vidéos ont été conçues pour faire croire qu'elle était impliquée dans des situations compromettantes, des discours qu'elle n'a jamais prononcés et des actions qu'elle n'a jamais commises. Mesdames et messieurs, les deepfakes ne sont pas simplement une nouvelle forme de divertissement ou de créativité. Ils représentent une menace grave pour la réputation, la vie privée et la sécurité de chacun. Imaginez un instant être la cible de ces manipulations ou que des vidéos truquées de vous circulent sur Internet, sèment le doute et la méfiance parmi vos proches, vos collègues et le public en général. La technologie des deepfakes est devenue un outil puissant entre les mains de ceux qui cherchent à diffamer, à manipuler et à nuire. Elle peut être utilisée pour créer des discours de haine, propager des fausses informations ou même incriminer des innocents. Nous ne devons pas sous-estimer la gravité de cet acte. La Cour européenne a pris des mesures en avril 2021 permettant de porter plainte contre les IA en fonction du risque qu'elles représentent. Pour les utilisateurs, cela est une première étape cruciale dans cette direction. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir une protection efficace contre cette menace émergente. Merci beaucoup.
Alors merci à Petit Alia, candidate numéro 5 du lycée Paulette Nardal sur le thème l'IA et le droit à l'image. Merci Alia. Le chronomètre s'est arrêté à 5 minutes 00. Alors je vais appeler tout de suite la candidate numéro 6, Vérin Félicia du lycée Victor Schœlcher. Alors Félicia va plaider sur la thématique de l'intelligence artificielle ou destruction artificielle. Mesdames, Messieurs, comment oublier la pandémie de Covid-19, durant laquelle, pour la plupart, nous étions obligés de vivre sans interaction physique. Heureusement, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons pu vivre cette violation de droits fondamentaux dans de meilleures conditions. Cependant, personne ne pouvait imaginer que cette nouvelle technologie serait la cause de conflits importants de la société actuelle. Prenons l'exemple des discriminations à l'embauche avec les algorithmes de recrutement. Dans certaines entreprises, ce sont des logiciels qui analysent les candidatures des aspirants à partir du profil de leurs salariés. Ainsi, si la majorité des membres de l'entreprise sont des hommes blancs ayant été dans les meilleures universités, alors les CV de femmes, de minorités et de personnes au parcours scolaire difficile ne seront pas pris en compte. Alors, que devons-nous en déduire? De nos jours, les personnes considérées comme des minorités le sont aussi pour les intelligences artificielles. Néanmoins, vous me direz peut-être que l'intelligence artificielle n'est qu'un ensemble d'algorithmes alimentés par des humains et que la mise en place de cette nouvelle technologie n'est pas un problème puisqu'elle peut aider à effectuer certaines tâches. Dans ce cas, je serai d'accord avec vous. Pour autant, voici le vrai problème auquel nous devons faire face. Puisque nous les hommes sommes remplis de préjugés, d'avis différents, parfois même néfastes, que nous transmettons sans le vouloir à la machine, qui, elle, n'aura pas la conscience de se dire que ses actions sont désobligeantes et parfois même fatales. Parce que la conscience est un atout humain qu'elle ne détient pas et ne détiendra jamais. En effet, la machine ne pense pas, donc elle ne réfléchit pas. Ce qui voudrait dire que l'intelligence artificielle ne peut pas juger et ne peut pas choisir comme un être humain. Vous me direz sans doute qu'elle ne pense pas, mais qu'elle peut être plus efficace qu'un être humain. Et là encore, je serai d'accord avec vous. Mais prenons un exemple qui va faire naître en vous, si vous n'en avez pas encore, des doutes sur l'intelligence artificielle. Par curiosité, vous décidez de faire l'essai d'une voiture autonome. Ce jour-là, vous passez devant un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, avec une étiquette collée dessus. Pour vous, au volant de votre véhicule, cette étiquette n'aura aucun impact sur votre compréhension du panneau. Alors que, pour la voiture autonome, cette étiquette peut être considérée comme une anomalie et engendrer de graves dégâts sur la route. De surcroît, pour nous, élèves de terminale, qui sommes confrontés à Parcoursup, l'intelligence artificielle n'arrange en rien notre situation. Au contraire, pour la plupart, elle aggrave nos problèmes. Les intelligences artificielles n'ont pas accès à certains sentiments que pourraient avoir les êtres humains, comme la compassion ou le discernement. Lorsque nous remplissons la plateforme, mis à part nos centres d'intérêt, nos notes, nos appréciations et certaines de nos informations personnelles, normalement, Parcoursup ne connaît en rien ce qui nous définit réellement.
Si nous avons des problèmes familiaux qui déteignent sur notre parcours scolaire, Parcoursup ne prendra pas en compte cette donnée, alors qu'un être humain, oui. In fine, l'intelligence artificielle est peut-être une grande avancée pour le monde de demain. Mais selon moi, tant que la mentalité humaine ne changera pas, l'intelligence artificielle ne sera pas une innovation révolutionnaire prête à changer le monde. Je vous remercie. Merci à Vera Félicia du lycée Schœncher. Alors, la candidate numéro 7, il s'agit de Monrose Clara du lycée de Bellevue sur la thématique l'IA et discrimination sociale. Je regarde les membres du jury s'ils sont prêts. Madame Dubreuc avec le chrono. C'est parti. Bonjour, mesdames, messieurs, membres du jury, élèves. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce qu'une histoire de robot inquiétante ou alors une avancée technologique fascinante? Tout d'abord, définissons cette dernière. Il s'agit de la capacité d'une machine à imiter l'intelligence humaine, afin d'accomplir des tâches telles que la reconnaissance vocale, la prise de décision, la résolution de problèmes. Présente dans divers domaines sociétaux, tels que les services de la santé, l'éducation, la téléphonie mobile, elle facilite sans conteste notre vie quotidienne. Cependant, ce qui ne devait alors constituer qu'une avancée majeure pour l'humanité présente des failles. Créée par l'homme, étroitement liée à ses convictions, l'intelligence artificielle reproduit les préjugés de ses créateurs et ne laisse pas en reste les domaines préalablement affectés par les discriminations. À mesure de son évolution, des considérations juridiques émergent. En ce sens, nous verrons dans quelle mesure l'intelligence artificielle intensifie-t-elle les discriminations sociales vécues par les minorités ethniques. D'une part, l'intelligence artificielle utilise les données fournies des utilisateurs d'Internet, intégrant donc dans son algorithme des faits sociaux pouvant être dégradants. Prenons l'exemple du robot Type de Microsoft, lancé en 2016. Celui-ci a manifesté des commentaires nazis en moins de 24 heures. Capable d'interagir avec les internautes, il a généré de nombreux commentaires pro-nazis, racistes, pro-inceste, abordant des sujets tant sensibles que réprimandables. Il est important de préciser que depuis l'adoption en 1848, l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne déclare que toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les caractéristiques génétiques, l'origine nationale ou sociale, les convictions, les opinions politiques ou autres est strictement interdite et prohibe ce type de propos. De ce fait, l'intelligence artificielle accroît les discriminations sociales subies par les minorités ethniques. Bien qu'affirmant la liberté d'expression, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en définit les limites. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, pour la protection des droits de la personnalité, visant à prévenir toute diffamation, discrimination ou atteinte excessive envers autrui. De plus, l'émergence de nombreuses photos d'époque fictives générées par un algorithme appelé Midjourney a ainsi fait voir le jour à des images d'événements politiques et historiques n'ayant guère existé. Celui-ci erronne les mémoires et se positionne comme un nouvel outil de désinformation. Cet algorithme réinvente l'histoire avec des figures emblématiques telles que Rosalind Franklin, physico-chimiste, présentée comme lauréate du prix Nobel qu'elle n'a en réalité jamais reçu. Les textes législatifs, tels que la loi mémorielle de 2001 de Christiane Taubira, visant à reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, contribuent à une mémoire authentique du passé.
Au service des discriminations déjà existantes, la disparité dans de nombreuses entreprises et professions technologiques accentue le risque de développer des systèmes d'IA sans prendre en considération leurs effets potentiels discriminatoires sur certains groupes sociaux, dont nous connaissons sans équivoque les caractéristiques. Récemment, le mercredi 13 mars, le Parlement européen a adopté une législation unique afin d'encadrer et réguler l'utilisation de ces technologies. L'objectif de cette loi est d'assurer la protection des droits et de la sécurité tout en améliorant tout en encourageant l'innovation et en améliorant le respect des principes d'égalité et de non-discrimination. Les nombreuses applications de l'IA qui transforment notre mode de vie peuvent affecter directement l'égalité d'accès aux droits, comme le maintien de l'accès à la justice et le droit à un procès équitable. En particulier en ce qui concerne la présomption d'innocence, la charge de preuve et l'accès aux services publics et la protection sociale. Tout comme le respect des principes d'égalité et de non-discrimination qui devraient être davantage intégrés, notamment dans la conception des systèmes basés sur des représentations textuelles. Par conséquent, l'intelligence artificielle se transforme en enjeu tant judiciaire qu'égalitaire, qui encourage avant tout la mise en place de cadres et de réglementations contraignant un usage salutaire. Comme l'a dit si bien Gilles Scott, la question cruciale est de savoir quand rédigerons-nous une déclaration des droits de l'intelligence artificielle, quel en sera son contenu et qui en décidera. Car, mesdames, messieurs, nous l'avons vu, le véritable danger réside dans la mesure sous laquelle se dissimulent injustice et division. Merci Clara, Monrose Clara du lycée de Bellevue, l'IA et discrimination sociale. 5 minutes 08. La candidate numéro 8, Marie-Sainte Sindel du lycée de l'Union. Elle va plaider sur la place de l'homme face à l'intelligence artificielle. Que dit la loi? Bonjour à tous. L'IA est omniprésente dans notre société. Elle est devenue incontournable dans de nombreux domaines. Cependant, cette technologie n'est pas infaillible. Plusieurs exemples que je vais vous citer illustrent ce constat. Un violent accident survenu le samedi 11 décembre 2021 dans le 13e arrondissement de Paris a fait 1 mort, 19 blessés, dont 6 graves. Un lourd bilan pour un accident qui questionne justement sur la voiture autonome. Faut-il rappeler que le 18 mars 2018, une piétonne a été heurtée et donc tuée. À Phoenix, en Arizona, par un véhicule autonome Uber de niveau 3. La liste de matières en défaillance, surtout en matière de sécurité routière, voire aérienne, est longue. Les conséquences sont toujours dramatiques. Le 5 novembre 2022, une Tesla devient hors de contrôle et cause un terrible accident mortel. 2 personnes perdent la vie. Si l'IA est à l'origine de prouesses extraordinaires, elle est malheureusement à l'origine de drames. D'où la question. L'IA peut-il être complètement autonome et remplacer l'homme? Comment encadrer juridiquement
une technologie qui offre des possibilités infinies, mais qui n'est pas sans faille? En quoi est-ce l'un des grands enjeux du monde contemporain? Que disent les lois? Eh bien, en 2017, le Conseil européen souligne la nécessité de faire preuve d'un sens de l'urgence face aux tendances émergentes, notamment l'IA. Dans le même temps, il s'agit d'assurer une protection des données, des droits numériques et des normes éthiques d'un niveau élevé. Le Conseil européen invite la Commission à proposer une approche européenne de l'intelligence artificielle d'ici le début de 2018 et appelle la Commission à présenter les initiatives nécessaires au renforcement des conditions cadres, au but de permettre à l'UE d'explorer justement de nouveaux marchés, aux moyens d'innovation nécessaires, fondamentales, fondées sur le risque, et de réaffirmer le rôle moteur de son industrie. En 2018, la Commission présente un premier plan coordonné sur l'intelligence artificielle. Dans ses conclusions de 2019, sur le plan coordonné, le Conseil de l'UE souligne la nécessité d'assurer le respect intégral des droits des citoyens européens. L'UE, plutôt l'Union, va dans le sens de l'éthique. Et la machine ne remplacera pas l'homme. Le Parlement européen a alors travaillé sur plusieurs résolutions relatives à l'IA dans divers domaines. Les aspects éthiques, le régime de responsabilité civile, les droits de propriété intellectuelle, le droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales. En conclusion, dans notre étude de cas, il est évident que l'IA doit être encadrée juridiquement pour éviter des déviances et des conséquences négatives. C'est certainement cet encadrement juridique qui est l'un des plus grands enjeux du monde contemporain. Alors ne laissons pas l'IA prendre notre place de nous les humains. Je vous remercie. Merci à Marie-Sainte Sindel du lycée de l'Union qui a plaidé sur le thème de la place de l'homme face à l'intelligence artificielle. Que dit la loi? J'appelle tout de suite le candidat numéro 9, Hardy des Sources, Loane, du lycée de Bellevue. Alors, Loane a choisi pour thématique la responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle, défis et perspectives dans un contexte international. Bonne plaidoirie. Bonjour à tous, je vais vous présenter la responsabilité légale des systèmes d'intelligence artificielle dans un contexte international. Alors pour commencer, il faut savoir qu'en 2023, en France, 77% des entreprises reconnaissent se servir de l'intelligence artificielle. Ces statistiques témoignent de l'importance croissante de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un monde qui est de plus en plus numérique. Mais l'intelligence artificielle étant en constante évolution, ne cesse de surprendre et d'inquiéter grâce à sa grande capacité d'appréhension et à sa créativité. Il est donc normal que des questions se posent quant à sa responsabilité légale, c'est-à-dire son obligation à répondre de ses actions devant la loi et d'en subir les conséquences juridiques. Ensemble, nous allons voir pourquoi faut-il donner une responsabilité légale à l'intelligence artificielle et dans un contexte international. Tout d'abord, nous allons définir le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un logiciel capable pour un ensemble d'objectifs donnés par l'homme
générer des résultats tels que du contenu, des recommandations, des prédictions ou encore des décisions pouvant influencer avec l'environnement avec lequel elles interagissent. Il faut aussi savoir que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle touche plusieurs domaines à échelle mondiale à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons le domaine de la santé, de l'éducation, de l'administration, du commerce, de l'industrie et même celui de l'industrie militaire, comme nous avons pu le voir récemment lors du conflit opposant l'Ukraine à la Russie, où nous avons recensé plusieurs attaques de drones kamikazes qui atteignaient des cibles qui étaient uniquement choisies et déterminées par l'intelligence artificielle, faisant de nombreux morts et de nombreux dégâts d'intérêt généraux. Alors pourquoi faut-il donner une responsabilité légale à l'intelligence artificielle? Donner une responsabilité légale à l'intelligence artificielle est important pour établir des normes de transparence et de responsabilité dans son utilisation. Cela permettrait de clarifier les questions de responsabilité lors de dommages causés par les systèmes d'intelligence artificielle et de garantir que les décisions prises par l'intelligence artificielle soient justes. Mais pour donner une responsabilité légale à l'intelligence artificielle, cela nécessite une action des organisations internationales. En effet, les organisations internationales telles que les Nations Unies ou l'Union Européenne jouent un rôle crucial dans l'élaboration de normes et de directives afin d'aborder les défis de responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Et ils font cela en facilitant la coordination entre les États membres, en promouvant le dialogue international et en proposant des cadres, un cadre juridique afin d'encadrer l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser au cadre juridique international proposé par le Parlement européen. Alors le 20 octobre 2020, le Parlement européen a adopté un ensemble de résolutions contenant des recommandations de la Commission européenne sur un régime de responsabilité civile pour l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant cette date du 20 octobre 2020, sur tous les pays classés au-dessus de la moyenne européenne dans le classement DESI de 2023, c'est-à-dire le classement des pays les plus numérisés au monde, aucun de ces pays n'avait mis en place de statut légal pour les robots qui étaient vus à ce moment-là comme des machines industrielles. Donc le mécanisme de responsabilité n'était donc pas nécessairement adapté à la relation homme-robot. Ce texte met en avant l'importance de la responsabilité individuelle dans une communauté morale pour garantir la stabilité sociale et souligne les risques d'une société où les mécanismes de responsabilisation font défaut, menant à perdre les droits fondamentaux au profit d'un contrôle technologique oppressif. Pour commencer, dans ces articles, le Parlement européen a défini le terme d'intelligence artificielle à haut risque. Il s'agit de l'article 3, paragraphe C. Alors, l'intelligence artificielle à haut risque est un système d'intelligence artificielle comportant un risque important de causer un préjudice ou un dommage à une ou plusieurs personnes d'une manière aléatoire et qui va au-delà de ce à quoi on peut raisonnablement s'attendre. Et voici les mesures qui ont été prises afin de soumettre les systèmes d'intelligence artificielle à un régime de responsabilité civile. Nous avons l'article 4. L'article 4 souligne que l'opérateur d'un système d'intelligence artificielle, qu'il soit à haut risque ou non, est responsable de tout dommage résultant de l'activité du système, qu'elle soit physique ou virtuelle. En d'autres termes, si le système d'intelligence artificielle cause des dommages, ce sera l'opérateur qui sera entièrement responsable. Et l'article 5, paragraphe C, lui, s'occupe des dédommagements faits lorsqu'il y a un préjudice. Et l'article 5, lui, précise que si l'opérateur est jugé responsable du préjudice ou d'un dommage conformément à ce règlement, il est alors dans l'obligation de procéder à une indemnisation, qu'elle soit financière ou non. Et nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'a fait l'ONU. L'ONU n'a rien fait d'officiel, mais a organisé un sommet à Genève qui s'appelait IA for Good, ce qui veut dire l'intelligence artificielle pour le bon, dans lequel M. Guterres, qui est aujourd'hui secrétaire général des Nations Unies, a émis l'idée de créer un texte de loi afin de responsabiliser l'intelligence artificielle et de l'encadrer afin que son utilisation et son développement se fassent pour le mieux. Donc, pour conclure, donner une responsabilité légale à l'intelligence artificielle est important car son utilisation est en pleine croissance et est maintenant à portée de tous.
Maintenant, il est plus utilisé que pour le ludisme, mais maintenant utilisé de manière professionnelle ou encore scientifique pour l'innovation. Il est donc important de garantir la protection des droits des individus et d'assurer la transparence de son système afin de favoriser la confiance du public. Merci de votre attention. Merci à Hardy Dessources Loane du lycée de Bellevue sur les responsabilités des systèmes d'IA, défis et perspectives dans un contexte international. Je vais pouvoir maintenant appeler le candidat numéro 10. Il s'agit de Massiko Kéran du lycée Schellcher. Je n'ai pas eu d'information. Le droit doit s'adapter à l'intelligence artificielle. Le jury est prêt et le chronomètre est prêt également. Bonne plaidoirie. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, je souhaite d'abord vous faire une confidence. Il se trouve que hier soir, je me suis endormi sur un livre. Il se trouve que ce livre était un essai sur les technopolitiques qui fait l'analyse des liens si étroits désormais entre la technique, en particulier l'intelligence artificielle, qui vient, et la politique. On ne mesure pas la difficulté, les difficultés sociales, politiques, économiques, culturelles que portent ces innovations. On est bien loin, il est vrai, des premières années, il y a 20 ans, où tout nouveau, dont rêvait de l'intelligence artificielle, comme ceux qui, en moins de temps, avec plus d'efficacité, moins de travail des hommes, nous offriraient le progrès. Aujourd'hui, désormais, il semble que ces difficultés aient fait jaillir dans l'opinion et dans les médias l'angoisse, et même la panique. L'intelligence artificielle serait une menace, et l'on en arriverait à la fin de l'humanité. Alors il faut prendre ses dispositions. Restreindre, empêcher, interdire, arrêter par le droit à l'innovation peut-être. J'y réponds d'un non ferme et assuré. Et ce non n'est pas la conséquence d'une opinion proprement personnelle, fabriquée par des a priori subjectifs. Ce non est l'affirmation des principes fondamentaux du droit, et du reste, ils font consensus. Non, car le droit ne saurait se créer sous la pression de la panique. Il a au contraire pour mission d'organiser la société face aux défis qui l'attendent inéluctablement. Non, car il faut en revenir au précepte fondamental du droit. Ils sont édictés dans le code justinien. Alternum non ledere, sum quique distribuere. En français, ne lésez personne et accorder à chacun son dû. C'est-à-dire que toute interdiction que le droit formule concerne un acte absolument et irrémédiablement incompatible avec l'intérêt de la société et sa morale. Peut-on en dire autant de l'IA? Non. L'IA est un pharmacone. C'est-à-dire qu'en fonction de l'usage qu'on en fait, elle est un bien ou un mal. Mais de façon générale, l'intelligence artificielle est appelée à servir le progrès humain. Alors, vous demanderez sans doute, est-ce que tout va bien? Cette plaidoirie n'a pas de sens. Tout va bien. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Car l'intelligence artificielle porte dans son modèle même les défauts, les imperfections de nos sociétés. On pourrait en citer maintes. Je veux mentionner l'inéquité avec laquelle le progrès humain est concevable. Tenez, prenons un exemple. La France a récemment décidé d'investir près de 10 milliards d'euros afin de développer l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. Pensez-vous que les pays les moins avancés puissent en faire de même? Dès lors, comment concevoir
l'indépendance et la souveraineté des autres États qui n'ont pas les moyens de faire de tels investissements. Le progrès est impossible. C'est en ce sens que l'Assemblée générale des Nations Unies a statué dans sa résolution du 21 mars 2024 que toute politique internationale concernant l'IA doit absolument viser à réduire les fractures entre les États. Difficile, me direz-vous, c'est un vaste chantier. Car, en vérité, si l'on veut atteindre cet objectif, il faut transposer dans les droits internes des États membres ces dispositions. Ce que d'autres voient comme un impossible, pourtant, je crois qu'il faut le désigner comme un défi. Non en tant que problème, mais comme l'opportunité d'établir un ordre nouveau. Ordre nouveau. Quel ordre nouveau? Un ordre nouveau parce qu'il faudra à ce moment penser un droit global, universel, pour les hommes. Il faut alors voir l'intelligence artificielle et ses défis comme l'opportunité de renforcer un droit international juste, efficace et servant les intérêts de l'homme. Là sera peut-être le réel progrès humain porté, ou plutôt que nous permettra la difficulté de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Maintenant, candidate numéro 11. Il s'agit de Gusto Olivia du lycée Joseph Gaillard. Et Olivia va plaider sur la thématique de la face cachée de l'intelligence artificielle. Selon vous, que se cache-t-il derrière la croissance fulgurante de l'intelligence artificielle? Mesdames, Messieurs les membres du jury, bonjour à tous. Malgré la récente loi adoptée par le Parlement européen le 13 mars 2024, qui vise à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en ouvrant la voie vers un développement plus sûr et centré sur l'humain, nous rencontrons toujours un manque de considération à l'égard des annotateurs de données qui jouent un rôle crucial dans le déploiement de l'intelligence artificielle. À l'abri des regards, dans l'ombre de ces évolutions, se cache une masse invisible de travailleurs, hommes et femmes, qui analysent des quantités exorbitantes de données afin d'enrichir et de perfectionner les IA. Autrement dit, ils effectuent l'annotation d'images, la transcription de textes ou encore l'évaluation de contenu. L'objectif est de préciser au logiciel ce qui pose problème afin d'éviter qu'il ne soit transmis par l'IA. Bien que l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, nous rencontrons toujours des inégalités de revenus et de conditions de travail entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les tâches les plus fastidieuses et les plus ingrates sont sous-traitées à des travailleurs précaires dans les pays du Sud, bien évidemment. Pensez-vous que cela est juste? Non. Au Kenya, derrière les réponses de ChatGPT, se cachent des milliers d'hommes comme Richard Moura Matinge, un ancien employé de l'entreprise de sous-traitance Sama, qui devait chaque jour classer les contenus les plus violents afin d'éviter qu'ils ne soient transmis par l'IA. Zoophilie, pédopornographie, nécrophilie, viol, son travail l'a traumatisé. Une tâche éprouvante pour laquelle ses employés sont payés moins d'1 € de l'heure. Pourtant, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Dès lors, j'exige que cela s'applique aux annotateurs de données qui consacrent leur temps et leurs compétences
à l'amélioration de l'IA. Il est donc primordial de garantir des rémunérations équitables et des conditions de travail propices pour ces travailleurs. Certes, il est dit que le micro-travail ne peut recevoir de contrat de travail en l'absence de lien de subordination, c'est-à-dire que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction est exercé sous l'autorité de l'employeur à l'égard de son salarié. Eh bien, lorsque nous analysions les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, nous remarquons que les tâches et les directives qui leur sont confiées sont très précises, car ces derniers doivent garantir l'objectivité des données. Le pouvoir de direction est appliqué. La société contrôle la bonne exécution ainsi que la qualité de la prestation afin de vérifier si elle correspond à la commande demandée. Le pouvoir de contrôle est appliqué. Ce contrôle peut s'accompagner de sanctions, puisque si elle ne respecte pas la mission demandée, celui qui l'a exécutée ne sera pas rémunéré. Le pouvoir de sanction est appliqué. C'est pourquoi j'exige, je proclame, je soutiens que la qualification de contrat de travail doit être retenue. Mesdames, Messieurs les membres du jury, il est temps de reconnaître et de valoriser les annotateurs de données comme des travailleurs essentiels dans le monde de l'intelligence artificielle. En ouvrant la voie vers un développement plus sûr, en leur appliquant les règles de protection de l'emploi, nous pouvons leur garantir un bien-être et un épanouissement professionnel. Je vous remercie. Merci, Gusto Olivia du lycée Joseph Gaillard, la face cachée de l'intelligence artificielle. Merci. Et donc la candidate numéro 12 nous vient du lycée Montgérald du Marin. Il s'agit d'Éloré Claire, que j'appelle. Et donc Claire va plaider sur le thème, la thématique, l'intelligence artificielle peut-elle être source de discrimination au travail? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je suis ici pour plaider contre l'intelligence artificielle qui est une source de discrimination au travail. Alors, Patrice, handicapé moteur, participe au recrutement de l'entreprise Hôtel Plus. Nadine, habitant dans les quartiers modestes de la ville de Fort-de-France, participe au recrutement de l'entreprise Hôtel Plus. Pierre, en situation de handicap léger, participe lui aussi au recrutement de l'entreprise Hôtel Plus. Le dénominateur commun de l'entreprise Hôtel Plus procédant au recrutement. Pour ces salariés, c'était avoir l'espoir d'intégrer une entreprise de forte notoriété, véhiculant de véritables valeurs citoyennes. Rappelons les faits. Un groupe de citoyens en recherche d'emploi au moment des faits engage des poursuites contre l'hôtel, accusant l'entreprise d'avoir élaboré un algorithme utilisant des critères de sélection discriminatoires à l'embauche. En effet, le système de recrutement est effectué à l'aide d'un programme innovant. Selon nos experts, cette entreprise, disposant d'une grande avancée technologique, passant d'un hôtel normal à un hôtel futuriste, et a acquis un algorithme d'intelligence artificielle qui contribue à des pratiques discriminatoires dans le recrutement. Discrimination géographique et discrimination liée à l'handicap. Plusieurs personnes victimes de ces pratiques, une trentaine environ, se sont réunies en collectif pour dénoncer les faits et faire valoir leurs droits. Selon les expertises courantes, l'utilisation de l'IA a affecté l'indépendance du jugement professionnel de l'entreprise dans son rôle de recruteur. Si celui-ci s'appuie en grande partie
sur des informations fournies par l'IA et les algorithmes intégrés, initialement développés par d'autres humains. On pourrait donc s'attarder sur les réflexions suivantes. L'emprise de l'IA sur la gouvernance des entreprises et l'IA au service des critères discriminatoires au travail. En premier lieu, nous allons développer comment l'emprise de l'IA interfère dans la gouvernance des entreprises. La protection des droits civils permet l'utilisation d'algorithmes qui doivent respecter les droits civils fondamentaux, mettant en évidence les risques de discrimination et de stigmatisation dans le domaine du travail notamment. La position de l'UE est la suivante. Voici ce que le Parlement envisage dans la législation sur l'IA. La priorité du Parlement est de veiller à ce que les systèmes d'IA utilisés dans l'Union européenne soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l'environnement. Les systèmes d'IA devraient être supervisés par des personnes plutôt que par l'automatisation afin d'éviter des résultats néfastes. Les enjeux sont les suivants. Ce procès pourrait influencer la législation sur l'utilisation de l'IA dans le contexte des droits civils et des pratiques éthiques, en définissant des directives claires pour prévenir la discrimination algorithmique dans divers domaines. Nous insistons sur la nécessité pour les entreprises de divulguer pleinement leur algorithme afin que les utilisateurs puissent comprendre comment les décisions sont prises et demandent des comptes en cas de préjudice. En second lieu, l'IA est-il au service des discriminatoires au travail? Des critères discriminatoires au travail, excusez-moi. Aucune loi n'encadre la mise en œuvre de l'IA. En revanche, un certain nombre de chartes, codes de déontologie et autres guides de bonnes pratiques ont été élaborés afin de fournir un cadre éthique à l'IA. Il existe des lois de l'intelligence artificielle. Première loi. Un robot ne doit jamais blesser un être humain, ni, par son inaction, permettre qu'un être humain soit blessé. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, quoi qu'il arrive et en toutes circonstances, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi, 20 avril 2017. Lors de la phase de recrutement de l'Hôtel Plus, plusieurs personnes ont candidaté et se sont vues refuser d'emblée l'accès aux autres étapes du recrutement. Après investigation, il est apparu que l'algorithme utilisé s'appuyait sur des critères discriminatoires. Selon l'article 225-1 du Code pénal, une discrimination se définit par toute distinction opérée entre personnes physiques ou morales à raison de leur handicap. De plus, l'objectif de la loi relative à la non-discrimination est de permettre à tous les individus de pouvoir accéder de manière légale et équitable aux opportunités qu'offre la société. Plus précisément, au travail, les employeurs ne peuvent avoir des préférences territoriales particulières en faveur de telle ou telle localisation, indépendamment de la distance en temps de transport entre le lieu de résidence et le lieu de travail. On parle alors de discrimination à l'embauche liée au lieu de résidence. Selon l'article L1132-1, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement. Ainsi, nous avons pu démontrer que le fait d'utiliser l'IA et d'y intégrer des critères discriminants reviendrait à prouver que l'IA est un outil de discrimination. En effet, elle intègre les différences entre humains et donc le principe de non-équité. Le fait pour une entreprise de se fier totalement aux analyses de l'IA, c'est occulter son rôle de recruteur. Cela engage sa responsabilité. En conclusion, les plaignants réclament des mesures correctives, non seulement pour compenser les personnes directement affectées, mais aussi pour remédier aux failles systématiques et prévenir de futures discriminations. Nous, collectifs, demandons que cessent ces agissements immédiatement et que l'entreprise paie des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Merci pour votre attention. Donc il s'agissait de la candidate numéro 12, Élorée Claire, du lycée Montgérald du Marin, sur la thématique de l'intelligence artificielle. Peut-elle être source de discrimination sociale? Merci.
Claire. Chers membres du jury, le chrono s'est arrêté à 6 minutes 18. La candidate numéro 13, Mélois Péraste Émilie, du lycée Joseph Gaillard, sous vos applaudissements, bien sûr. Et donc, Émilie a choisi de plaider sur la thématique de l'IA, l'intelligence artificielle, au service de l'éducation. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous poser une question qui suscitera chez vous une mûre réflexion. Dans quelle mesure l'éducation, qui devait être le pilier de l'égalité des chances, est-elle véritablement accessible à tous nos enfants? Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen proclame que chacun a droit à l'éducation sans discrimination, la vérité est bien différente. Les inégalités d'accès aux connaissances et à l'enseignement persistent, créant ainsi un fossé béant entre les privilégiés et les démunis. Comme le souligne avec justesse l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, l'éducation est un droit inaliénable qui doit être assuré à tous, sans discrimination aucune. Imaginez deux enfants. L'un, issu d'un milieu social favorisé, l'autre d'un milieu défavorisé. L'un bénéficie de ressources éducatives illimitées, de soutien parental constant et de possibilités infinies. L'autre, quant à lui, se bat chaque jour pour pouvoir surmonter les obstacles imposés par son environnement, luttant chaque jour pour accéder à une éducation qualitative. Comme le souligne avec justesse la loi ESA américaine qui encourage l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une technologie révolutionnaire, c'est aussi un allié précieux dans la lutte contre les inégalités éducatives. Ce qui aujourd'hui, plus que jamais, est essentiel pour surmonter les disparités de niveau et de compréhension. Prenons l'exemple d'Adaptive Math, une application basée sur l'intelligence artificielle. Cette plateforme offre un accompagnement pédagogique individualisé aux mathématiques, permettant une personnalisation du parcours d'apprentissage pour chaque élève. Cette technologie peut cibler efficacement les difficultés spécifiques de chacun, offrant ainsi une approche plus inclusive et individualisée de l'enseignement. Imaginez à nouveau ces deux enfants. Maintenant, grâce à l'IA, l'enfant défavorisé possède les mêmes chances, les mêmes égalités de chances que son camarade, lui, favorisé. L'IA devient ainsi le levier de l'égalité des chances, un rempart contre l'injustice gangrénant notre système éducatif. De plus, comme le montre par exemple le programme Automatisation Administration éducative en Finlande, l'automatisation des systèmes éducatifs d'IA permet de libérer du temps et des ressources précieuses pour l'amélioration de nos systèmes éducatifs. En déléguant les tâches répétitives à ces systèmes automatisés, l'IA permet à nos éducateurs de se consacrer pleinement à l'amélioration de notre système éducatif avec des activités plus importantes telles que l'enseignement personnalisé et le soutien aux élèves en difficulté. Mais comment pouvons-nous garantir que chaque enfant, où qu'il soit, quel qu'il soit, puisse accéder à ces avancées? Comment pouvons-nous assurer que l'IA ne soit pas simplement un luxe réservé à quelques-uns, mais une véritable arme contre les inégalités? C'est là que réside notre défi. Mesdames, Messieurs, embrassant l'intelligence artificielle avec sagesse et équité, nous pouvons créer un avenir où chaque enfant, quel qu'il soit, quel que soit son milieu, puisse réaliser son plein potentiel. L'injustice des inégalités éducatives
est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Mais avec l'intelligence artificielle comme allié, nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Prenons cette opportunité, non seulement pour défendre nos enfants, mais pour défendre une société plus juste et équitable pour tous. Je vous remercie. C'était donc Méloa Péraste Émilie du lycée Joseph Gaillard, l'IA au service de l'éducation. Merci Émilie. Alors le moment est venu d'appeler le dernier candidat de ce premier concours de plaidoirie en droit et grands enjeux du monde contemporain. Difficile place, hein, la 14e place. Je vous rappelle que l'ordre de passage a été laissé au hasard. Il s'agit donc de la candidate numéro 14, Périto Sophie Gabriel du lycée Montgérald. Et donc Sophie Gabriel a choisi de plaider sur le thème de l'intelligence artificielle. Peut-elle être source de discrimination au travail? Bonne plaidoirie. Lorsque je regarde ma mère porter sur elle ma petite sœur pendant qu'elle accomplit les tâches ménagères les plus lourdes, je suis peinée. Maintenant, je n'ai plus à subir ça. C'est un robot aspirateur autonome qui circule ça et là dans la maison et qui nettoie. Formidable. L'IA, ce n'est pas si sorcier. Elle est une source d'aide dans l'évolution de l'homme, non seulement dans plusieurs domaines, dont les foyers, le quotidien, mais aussi dans des domaines qui concernent les entreprises. Notre entreprise Hôtel Plus jouit d'une formidable renommée et nous sommes aujourd'hui accusés à tort. Je rappelle le contexte. Un groupe de citoyens en recherche d'emploi au moment des faits engage des poursuites contre notre hôtel, accusant l'entreprise d'avoir élaboré un algorithme utilisant des critères de sélection discriminatoire à l'embauche. En effet, le système de recrutement est effectué à l'aide d'un programme innovant. Selon les experts des parties civiles, notre entreprise dispose d'une grande avancée technologique. Nous sommes passés d'un hôtel normal à un hôtel futuriste. Et avons acquis, selon les victimes, un algorithme d'intelligence artificielle qui contribue à des pratiques discriminatoires dans le recrutement. Discrimination géographique, discrimination liée à l'handicap. Plusieurs personnes, une trentaine environ, se sont regroupées pour former un collectif afin de dénoncer de soi-disant pratiques discriminatoires. Posons-nous la question suivante. L'IA a-t-elle une responsabilité juridique ou une personnalité juridique? En général, une machine n'a pas de personnalité juridique au sens traditionnel, car elle n'est pas considérée comme une entité capable d'avoir des droits et des obligations. Cependant, dans certaines juridictions, des discussions ont lieu sur l'attribution de certains droits et responsabilités à des entités autonomes telles que les intelligences artificielles, mais cela reste un domaine en évolution et sujet à débat. L'IA ne possède pas donc d'identité morale, au sens traditionnel du terme. Elle peut être conçue pour suivre des principes et des lignes directrices éthiques. Sur ces points, nous rejoignons la défense. L'IA permet d'automatiser des processus complexes, d'utiliser plus efficacement les ressources et de mieux prévoir les disruptions et de s'y adapter. Maintenant que nous avons démontré que l'IA ne peut être responsable Maintenant que nous avons démontré que l'IA ne peut être responsable juridiquement, mesdames, messieurs les jurys, qui doit-on accuser dans cette affaire? Est-ce le concepteur de l'algorithme ou son utilisateur? Dans un premier temps, il faut rappeler que notre rôle dans cette affaire était tout simplement d'acquérir un algorithme,
mais nous ne l'avons pas conçu. Le concepteur reste propriétaire de son invention. En général, le détenteur de brevet a le droit exclusif de décider comment son invention est utilisée. Cela signifie qu'il peut autoriser, interdire à d'autres personnes d'utiliser, fabriquer, vendre ou distribuer l'invention sans leur consentement. Nous sommes de bonne foi et nous bénéficions d'une notoriété sans conteste dans notre région. Notre entreprise a malgré tout la volonté de protéger les secrets commerciaux liés à cet algorithme. Il est vrai que l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle énonce que les méthodes mathématiques et les programmes d'ordinateur ne sont pas susceptibles d'être brevetables, ce qui semble a priori exclure les algorithmes. Néanmoins, l'Office européen des brevets a toutefois pu estimer que lorsqu'un algorithme est intégré au sein d'une invention brevetable, celui-ci peut bénéficier de la protection du droit des brevets, à condition qu'il contribue au caractère technique de la méthode brevetée. L'algorithme a été conçu uniquement pour le recrutement dans notre entreprise, et nous devons protéger nos secrets commerciaux et aussi les données de nos futurs collaborateurs. La défense nous demande la divulgation de notre algorithme, d'être transparent, afin que les utilisateurs comprennent les décisions prises. Il faut comprendre que nous ne pouvons rompre le secret des affaires. En effet, l'obtention ou la divulgation illicite des éléments protégés par le secret des affaires est susceptible d'engager la responsabilité civile de l'auteur de ces actes et de donner lieu à réparation à ce titre, à condition toutefois d'être en mesure de démontrer que les informations divulguées sont bien protégeables par le secret des affaires, bien évidemment. D'autre part, en cas de consensueux, le secret des affaires peut permettre aux entreprises de refuser de divulguer leur algorithme. L'article R153-3 du Code de commerce prévoit ainsi que l'accès à une pièce couverte par le secret des affaires peut être refusé ou restreint dans certaines conditions. Concernant la discrimination, selon le Code 225-1 du Code pénal, une discrimination se définit par toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales, à raison de leur origine, sexe, handicap ou autre. En l'espèce de discrimination, en l'espèce tout court, la discrimination ne peut être prouvée, car pour cela, il faut qu'elle soit intentionnelle. Et comme dit précédemment, l'IA n'étant pas une personne juridique, elle ne peut avoir d'intention. Donc la volonté de discriminer les nouveaux collaborateurs ne peut être prouvée. Y a-t-il eu intention de nuire en se servant de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire une intention délibérée de causer dommage à autrui? Non, pas du tout. C'est pour cela que nous demandons que notre intégrité, notre réputation soit lavée de tout soupçon. Nous demandons donc un non-lieu pour l'entreprise Hôtel Plus. Merci à la candidate numéro 14 donc, qui clôture ce concours de plaidoirie, ce premier concours de plaidoirie en DGEMC. Merci donc à Perito, Sophie, Gabriel du lycée Montgéral sur la thématique l'intelligence artificielle peut-elle être source de discrimination au travail. Je rappelle que parmi les 13 candidats qui ont plaidé ce matin, qui ont concouru ce matin, 3 candidats vont remporter les suffrages du jury, donc seront récompensés. Mais en attendant le moment de la proclamation des résultats, je crois qu'il est important de rappeler, de féliciter chacun des candidats. Donc je vous appelle à côté de moi, donc sous vos applaudissements, hein, bien sûr. Donc voici à nouveau Fatna Ardès, Ève, candidate numéro 1 du lycée Frantz Fanon. Ève. Fatna Ardès, Ève, lycée Frantz Fanon, rappelle les enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Candidat numéro 2, Chloé Jade, lycée Paul Nordal. Il y a dans le système judiciaire
3, Bullet Maya, lycée de l'Union, la place de l'Homme face à Lia, Petit-Valois. Candidat numéro 5, Petit Alia, du lycée Paulette Narval. Lia et le droit à l'image. Candidat numéro 6, Vérin Félicia, du lycée... Candidat numéro 7, Monrose Clara, du lycée de Bellevue. Lia et discrimination sociale. Candidat numéro 8, Marie-Sainte Sindel, du lycée de l'Union, la place de l'Homme face à Lia, Petit-Valois. Candidat numéro 9, Hardy des Sources, Loane, du lycée de l'Union. Responsabilité de système d'IA, défis et perspectives dans un contexte international. Candidat numéro 10, Massiko Terra. Candidat numéro 11, Gusto Olivia, du lycée Joseph Gaillard. Candidat numéro 12, Éloré Claire, du lycée Montgéral, peut-être plus que l'autre. Avancez-vous quelque peu. Lycée Montgéral d'intelligence artificielle peut-elle être source de discrimination au travail? Candidat numéro 13, Mélois Péraste Émilie, au service de l'éducation. Et candidate numéro 14, Périto Sophie Gabriel, du lycée Montgéral, intelligence artificielle peut-elle être source de discrimination au travail? Bravo sous vos applaudissements. Bravo à vous 13 qui avez joué le jeu de ce concours de plaidoirie sur des thématiques très variées, très ambitieuses et très porteuses de sens pour tout un chacun ici. Voici à nouveau les membres du jury que je vous représente à nouveau. Maître Dufresne du barreau de Fort-de-France. Madame Brigitte Mispalixte, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie et référente de l'enseignement éduc-droit. Madame Sabine Louis-Gustave, notre drari, qui est un délégué académique. Et Monsieur Gilbert Bavier, professeur d'économie-gestion, spécialisé dans la cybersécurité. Voilà. Donc les membres du jury, avez-vous délibéré? Êtes-vous en capacité d'annoncer les résultats de ce premier concours de DGE-MIPC? Alors pour le 3e prix, les membres du jury qui vont annoncer les résultats sont Madame Sabine Louis-Gustave et Monsieur Gilbert Bavier. Oui, donc choix très difficile, comme l'a dit Madame l'inspectrice. Mais nous avons quand même réussi pour cette 3e place, cette médaille de bronze, une candidate qui a su introduire la cérémonie en posant un cadre de façon convaincante, comme l'expliquera mon collègue, Madame Fatma Ardès, Ève, du lycée France Fanon. Que la thématique traitée par Fatma Ardès, les enjeux de l'IA dans le domaine juridique, donc un thème qui est quand même très important et qui pose beaucoup de questions à ce sujet. Dans l'ensemble, elle a su se présenter à l'oral et être convaincant sur bien des aspects, au niveau de son argumentation, au niveau de sa présentation. Et moi, je ne peux que la féliciter sur le travail qu'elle a accompli. Voilà. Par contre, ce serait bien de venir au milieu. Merci beaucoup, je m'y attendais vraiment pas et puis voilà, je sais pas. Pour le 2e prix, ce sera Madame l'inspectrice d'histoire-géographie, référente éduc-droit, qui
va nous expliquer le choix du jury pour cette deuxième place. Madame Glandu, excusez-moi, il y a un souci de micro. Alors, non, mais je pense qu'on va changer de micro. Interférence peut-être. Les deux micros sont allumés en même temps. Donc faut éteindre. Éteindre deux micros. Bien. Il m'appartient de remettre le deuxième prix, hein, là aussi. Pour le jury, ça n'a pas été facile, puisque tous les thèmes qui ont été interrogés, toutes les prestations nous ont montré la qualité remarquable d'éloquence de nos élèves. Effectivement, nous ne pouvons que les encourager dans cette direction. Ils ont interrogé un sujet qui interroge la société et ils ont apporté des réponses très pertinentes. Il y a un véritable travail de recherche qui a été fait par les élèves. Merci donc aux élèves, merci aux accompagnants, aux enseignants qui les ont guidés hein, pour ce premier concours d'éloquence. Alors, le deuxième prix, hein, on a eu de longs débats, il nous a presque été nécessaire d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour arriver à choisir, mais finalement, parce qu'il faut choisir, alors choisir, on le dit souvent, c'est renoncer. Ce choix nous a obligés à renoncer à d'autres candidats, mais je rappelle hein, véritablement la qualité de toutes vos prestations. Personne n'a à rougir de ce qu'il a fait ce matin, mais choisir, effectivement, c'est renoncer. Nous sommes en année olympique, il faut un podium, et sur la deuxième marche du podium, mais nous allons faire monter une jeune fille. Je laisse le suspense. Comme je suis prof de géographie également, on va essayer, alors on va se rapprocher, nous sommes au lycée Schellcher. On quitte le lycée Schellcher. On se dirige vers le sud, vers le nord, l'est. Allez, on ne va pas très loin. On va pas très loin parce qu'on va se diriger, on va s'arrêter au lycée Joseph Gaillard. Mademoiselle Mélois Péraste. Émilie qui a questionné l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Un thème qui évidemment nous a interpellés, un thème qui nous a effectivement touchés, parce que s'il y a un domaine dans lequel il faudra qu'il y ait une réglementation sur lequel il faudra bien se pencher, c'est bien celui de l'enseignement, de l'éducation, tant les possibilités offertes de positives comme de négatives sont importantes. Donc merci mademoiselle d'avoir choisi ce thème, merci d'avoir trouvé les arguments juridiques hein, pour le présenter. Merci également pour la qualité de votre argumentation, la qualité de la prestation de votre oral. Puis je vous souhaite donc de continuer. C'est un bel exercice hein, pour le grand oral qui se prépare. Donc en tout cas, vous avez déjà toutes vos chances. Et en tout cas, encore un grand merci et toutes mes félicitations. Bon, merci en tout cas à toi pour la présentation avec le micro. Voici venu le moment de présenter le lauréat de ce premier concours de plaidoirie interlycée dans notre Académie de Martinique pour l'enseignement du droit et des grands enjeux du monde contemporain. Pour ce faire, j'appelle Maître Dufresne, avocate au barreau de Fort-de-France, pour nous présenter le lauréat. Merci Madame Glandu. D'ailleurs, merci à Madame Glandu, Madame Dubroc pour cette manifestation. C'est une première, ça doit être refait chaque année et j'invite tous les jeunes qui sont ici à y participer. Alors, bien sûr, certains sont en terminale, mais parlez-en aux autres, aux plus jeunes, parce que c'est très important de pouvoir vous exprimer, de pouvoir faire briller la Martinique à l'international. On est une petite île, 80 km sur 33, d'accord? Mais il y a plein de choses. L'intelligence artificielle, c'est un sujet extrêmement important. L'Amérique se bat pour garder la première place, la Chine, et puis il y a d'autres petites puissances, la Corée, le Japon, qui sont là. Alors c'est vrai que j'ai entendu que le président Emmanuel Macron voulait que la France brille. Et effectivement, les jeunes ont abordé ce sujet en expliquant qu'il fallait
se mettre dans ces secteurs. Donc vous, la jeunesse de demain, la Martinique de demain, je vous invite effectivement à aller de l'avant. Alors, je ne vais pas dire que les jeux sont faits, parce que c'est vrai que ça a été très difficile de se départager, mais effectivement, un candidat s'est un peu démarqué du lot, Monsieur Massico. Orateur et peut-être un brillant avocat. Non. Ah oui, absolument. Alors oui, j'ajouterais effectivement que c'est à l'unanimité qu'il est le premier de cette manifestation. Il m'apparaît important, avant toute chose, de remercier les membres du jury de nous avoir fait l'honneur d'être présents ici au lycée Schœlcher. On aurait pu croire qu'un simple concours entre lycéens n'intéresserait pas d'aussi honorables personnalités, mais vous nous avez fait le plaisir et l'honneur d'être là, et pour cela, une infinie reconnaissance. On peut l'applaudir. Je voudrais également remercier Madame Blondu d'avoir organisé avec Madame Dubroc, mon professeur, mais nous y reviendrons, cet extraordinaire... pardonnez-moi. Oui, s'il vous plaît. D'avoir organisé cette remarquable manifestation, ce remarquable événement. C'était inouï, j'ai rencontré des personnalités particulièrement intéressantes et les thèmes abordés étaient particulièrement enrichissant pour l'esprit. Donc merci d'avoir eu cette brillante idée. On peut applaudir. Alors, je voudrais avoir un mot plus particulier pour ceux qui m'ont aidé, et je crois que sans faire de confession ou de confidence particulièrement importante, il faut quand même que je vous dise que jusqu'à hier, je pensais être mal préparé. Donc ce premier prix certes, il honore un travail, mais il honore également toute l'aide qui m'a été accordée par mes professeurs. Je remercie Madame Dubroc, sans qui mon professeur de DGMC, sans qui je n'aurais jamais été présent ici. Je souhaite que ce remerciement soit très sincère. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci également à notre professeur qui m'a toujours accompagné dans toutes les épreuves parfois, mais en tout cas dans tous les moments où dans ma scolarité je craignais finalement me permettre de faire le meilleur de moi-même. Je remercie Madame Cécina. C'est vraiment très sincère et voilà. Je veux également, mais je ne puis citer tout le monde, mais je veux remercier l'équipe du lycée, monsieur le proviseur et mesdames les proviseurs adjointes. Nous avoir accordé ce magnifique espace et d'avoir permis l'organisation de cet événement. Enfin, je voudrais vous remercier, chers camarades du lycée et camarades d'ailleurs, de votre présence, de votre soutien, de votre attention qui a été tout au long et pour nous tous, tout au long de cet événement, un motif de dépassement. Enfin, je voudrais en revenir au thème qui nous a été proposé, celui de l'intelligence artificielle. Je crois que son choix était particulièrement pertinent. Parce que c'est un sujet qui interroge. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut avoir, sauf à l'entendre de prime abord, mais c'est un sujet sur lequel on ne peut pas avoir d'a priori, de préconçu. Tant il remet en question toute l'organisation du monde telle que nous l'avions toujours pensé. Et je crois que notre génération, outre le changement climatique, outre les crises politiques,
la crise environnementale, au-delà du changement climatique, elle aura cet enjeu-là à régler. Mais ça va être particulièrement difficile, particulièrement déroutant, particulièrement ébranlant pour nos conceptions. Donc ce moment, je l'espère, aura été initiateur de nouvelles réflexions qui nous permettront, en discussion, sans jamais statuer définitivement, mais de penser à l'aide du droit, mais également avec une réflexion philosophique, parce qu'il ne faut pas éloigner cet aspect, de faire face. Voilà. Je ne veux pas être plus long, je finis par un remerciement général, et une espérance, un espoir qui m'est cher, c'est que chacun d'entre vous, je sais qu'il y a parmi notre auditoire des élèves en classe de première également, que tout notre auditoire soit poussé à la réflexion. Réflexion nécessaire. Et puis que chacun, avec l'exemple de tous mes chers camarades, que je n'ai pas remerciés d'ailleurs, mais je le ferai plus personnellement par la suite. On peut les applaudir. Je dis donc que l'exemple de mes camarades poussera chacun ici à porter sa voix, non seulement à penser, mais à porter sa voix pour affirmer son opinion et permettre un débat d'intérêt. Voilà. Merci à tous. Et merci Romain Rodizet. Encore bravo à vous tous et bravo à tous les établissements scolaires de notre académie qui ont participé à ce premier concours, ce premier challenge autour du droit, autour des fondamentaux du droit. Donc je crois que monsieur le proviseur, nous sommes attendus, je crois, pour un verre de l'amitié qui clôturera cette très très belle matinée, cette première manifestation. Merci encore et puis une très belle réussite au baccalauréat.